première plénière est consacrée à l'humain. L'humain à la rescousse de la construction durable. Donc il est question de se dire, voilà, il faut changer. Alors, on n'a aucun doute, vous êtes tous déjà mis en action, mais ce qu'on entend, c'est qu'il faut passer à une autre action, de façon inédite. Alors, sans doute que ça nous demande à tous, à chacun et collectivement, du courage pour changer. Mais peut-être que ça nous demande tout simplement de la confiance. De la confiance dans les infinies possibilités de l'être humain que nous avons en chacun de nous. C'est exactement ce que le propos, c'est ce que va nous dire Erwan Devez, dirigeant de Neuroperformance Consulting, que je vous demande d'accueillir. Bonjour Erwan. Voilà. Vous m'entendez bien ? Oui, très très bien. Merci de votre invitation. Je dois vous dire, je me sens extrêmement privilégié, extrêmement honoré d'être là aujourd'hui sur une thématique aussi importante. On a entendu l'introduction, c'est important l'introduction de la rappeler, c'est important de rappeler cette urgence. Je vais vous rappeler aussi de mémoire les propos de Nicolas Hulot quand il a démissionné il y a un peu plus d'un an. Je ne comprends pas que nous assistions à la gestation d'une catastrophe dans une forme d'indifférence générale. C'est toute la société qui porte nos contradictions. Vous, moi, tous ensemble. Et alors, quand on a dit ça, moi je ne peux être que d'accord avec cela, mais quand on dit c'est toute la société, la société c'est des êtres humains. C'est vous, c'est moi. Et donc, si ce sont des êtres humains, ce sont des cerveaux. Et je vais intervenir ici quelques minutes pour vous expliquer ce qui se passe dans nos cerveaux par rapport à cette urgence. Pourquoi nous sommes si facilement dans le déni? Pourquoi nous avons du mal à nous mettre dans le changement? Pourquoi nous avons du mal à mettre en adéquation nos croyances et nos actes? Alors, pour commencer, je voudrais vous dire, et c'est hélas une réalité, le cerveau n'est pas constitué naturellement pour le changement. Il l'a fait au travers de l'évolution, on l'a vu tout à l'heure, mais il l'a fait quand il était au bord du précipice. Pourquoi nous ne sommes pas configurés pour le changement? Pour 3 raisons principales. La première, c'est que le cerveau n'aime rien d'autre que se réfugier derrière ce qu'il connaît. Le cerveau adore la routine. Il se met en mode par défaut, partisan du moindre effort. C'est une tentation cérébrale très présente. Donc les routines nous rassurent. Pourquoi changer? On continue comme avant et on verra bien. Le deuxième frein, c'est la peur, la menace. Toute la journée, notre cerveau est en train d'identifier des peurs, des menaces ici et là, réelles ou fictionnelles, peu importe, l'effet sera le même sur le cerveau. Cette tentation, en fait, va figer notre cerveau, va l'inhiber. Et donc, il faut essayer de se battre contre cette tentation naturelle, mais le problème, c'est que notre circuit de la menace, le circuit cérébral de la menace, il est extrêmement développé, il est peut-être un peu trop développé, parce que ce n'est jamais que le produit de l'évolution. Et quand nous étions au fin fond de la caverne il y a un petit moment, eh bien, il fallait effectivement avoir un circuit de la menace qui soit extrêmement opérant. Nous sommes les héritiers de cette évolution. Et puis, le troisième point, certainement le plus important, c'est cette foutue recherche du plaisir à court terme. Vous savez, alors là, on parle des zones profondes du cerveau. On parle de dopamine, on parle de, voilà, je vais acheter le nouveau truc, je vais faire ceci, je vais avoir une nouvelle voiture, etc. Et donc là, on inonde son cerveau de dopamine. Ça nous fait du bien. On a l'illusion qu'on est heureux. Je vous rassure ou pas. Je ne suis pas sûr que ce soit rassurant, mais ce n'est qu'une illusion. En fait, c'est certainement pas comme ça qu'on construit son bonheur et son épanouissement à long terme. Alors, on est toujours partagé. Donc, on est partagé. On est ce que nous, on appelle en neurosciences un état de dissonance cognitive, c'est-à-dire que d'un côté, nous avons nos croyances, nos valeurs, et de l'autre côté, nos actes. Et comment on fait coïncider tout cela ? Et un cerveau, il ne peut pas fonctionner avec une incohérence à long terme entre les croyances et les actes. Donc, il est obligé soit de modifier ses croyances, soit de modifier ses actes. Mais nous l'avons vu tout à l'heure, pour modifier ses actes, c'est très compliqué. Donc, on va aller faire des petits arrangements qui ne sont pas forcément très nobles,
Mais on va essayer de s'arranger, on va faire ce qu'on appelle des processus de rationalisation a posteriori, rationalisation cognitive, c'est-à-dire qu'on va essayer de piocher ici et là tout un ensemble de données pour faire en sorte que nos croyances soient à peu près alignées avec nos actes. Et alors là, il y a un point qui est essentiel, c'est le point de la communication. C'est extrêmement compliqué de communiquer. Le GIEC le fait admirablement. Toutes les instances maintenant essayent de le faire, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Parce que par rapport à ce problème de dissonance cognitive, imaginez par exemple que j'ai une communication qui est hyper alarmiste. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être effectivement hausser votre niveau de conscience sur la problématique, mais chose importante qu'il faut retenir aujourd'hui au niveau cérébral, ce n'est pas parce que je vais hausser votre niveau de conscience sur une problématique que je vais rehausser votre niveau d'engagement comportemental. Le lien n'est pas direct. On peut avoir un niveau très élevé de conscience sur une problématique, mais avoir un niveau très bas d'engagement comportemental, en particulier quand les communications sont trop alarmistes. Parce que là, c'est quoi? Eh bien, c'est le syndrome du « à quoi bon ». Perdu pour perdu, de toute façon, dans 50 ans, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus rien, je m'en fous, je profite et je consomme. Alors, quelle communication alors? Comment faire sa communication? Alors, c'est ça qui est compliqué, parce que si vous êtes à l'extrême inverse, c'est-à-dire si vous essayez de pondérer tout ça et de ne pas trop suractiver le circuit de la menace de tout le monde, eh bien là, vous pouvez être dans le déni, c'est-à-dire, non, c'est pas si grave, on verra. Et vous savez, dans le cerveau, il y a une notion qui est très importante de décompte temporel. Quand c'est demain, c'est très important. Quand c'est dans une semaine, c'est moins important. Alors quand c'est dans 10 ans ou 20 ans, ça perd toute notion de réalité. Donc il faut trouver le bon compromis en termes de communication entre, d'un côté, effectivement, informer, ce qui a été fait tout à l'heure, mais de l'autre côté, de ne pas figer les cerveaux et donc les mettre dans l'action. Et c'est bien le mot fort de ces 3 jours, l'action. Moi, je refuse et je récuse l'idée de ce fatalisme de dire de toute façon, perdu pour perdu, profitons-en, après moi le déluge. Dans tous les sens du terme d'ailleurs, au sens propre comme au sens figuré. C'est faux. C'est faux au niveau cérébral. Nous avons effectivement au niveau cérébral un certain nombre de prédispositions qui parfois nous empêchent d'agir comme il faudrait. Mais nous avons aussi, et c'est sur ce point que je veux insister aujourd'hui, une formidable capacité d'adaptation et d'évolution au niveau cérébral. Nous ne sommes condamnés à rien au niveau cérébral. Et que vous ayez 10 ans, 20 ans, 50 ans ou 80, c'est la même chose. Alors comment on fait pour se mettre dans l'action? Alors il y a un certain nombre de principes très forts au niveau des neurosciences. Le premier, c'est l'engagement actif. Le cerveau n'est pas fait pour ruminer pendant des siècles. Le cerveau n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il fait. L'engagement actif, avec des objectifs réalistes, atteignables, avec une perspective. Si je vous donne des objectifs qui sont trop éloignés de votre réalité, je ne vous donne aucun objectif. C'est vrai pour le climat comme pour tous les autres, pour votre métier et pour tous les aspects de la vie en général. Donc, l'engagement actif, c'est la première des choses pour le cerveau. Deuxième chose, l'engagement positif. Alors, on a beaucoup glosé sur la pensée positive, la psychologie positive. Moi, je peux vous dire que du point de vue des neurosciences, on étudie les circuits cérébraux associés et les événements neurobiologiques. Être positif modifie votre cerveau, modifie le fonctionnement de votre cerveau et modifie l'anatomie de votre cerveau. La motivation, c'est quoi? La motivation, c'est un arbitrage entre, d'un côté, des bénéfices, ce que je vais gagner à faire, et puis de l'autre côté, le coût. Le coût que je vais devoir supporter pour atteindre ce bénéfice. La valeur nette, bénéfice moins coût, égale ma capacité à agir. Si la valeur nette est positive, je vais aller dans l'action. Et la pensée positive, où elle intervient, la pensée positive, elle va augmenter la perception du bénéfice escompté et elle va diminuer la perception du coût de l'effort à supporter. Donc c'est doublement gagnant. Donc être positif, ce n'est pas le monde des bisounours, c'est se mettre en ordre de marche cérébralement pour relever un défi, et probablement le défi le plus terrible que l'humanité ait eu.
Et vous me disiez d'ailleurs en préparant cette intervention que chaque pensée négative détériore les synapses. Oui. Les neurones. Je vous donne un repère de temps, on en a encore 2 minutes. Hein. D'accord. Je vais conclure sur 2 autres 3 points très importants au niveau de l'action, de l'engagement. Troisième chose, la répétition. Vous savez, quand vous faites une chose, en fait, c'est comme un sillon neuronal, c'est comme vous dévalez une piste de poudreuse, première fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois. Au bout de la 20e fois, il y a un vrai sillon qui s'est creusé. C'est cela, modifier une habitude. Donc la répétition permet la consolidation de cette nouvelle habitude. Je vous ai dit tout à l'heure que la routine pouvait être un danger, bien sûr, mais la routine peut être aussi une formidable opportunité quand on fait bien. Et 2 derniers points pour finir par rapport à cet engagement, l'aspect ludique. Un cerveau n'apprend jamais aussi bien que quand il joue. Et là encore, ce n'est pas une vue un petit peu bisounoursienne des choses. Nous avons travaillé ces notions-là. Nous savons que, par exemple, quand vous introduisez le jeu dans votre activité, vous allez avoir des petits préchauffages, en fait, vous allez avoir des décharges de dopamine au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est là où on apprend. Et donc, vous allez mettre cet hippocampe dans les meilleures dispositions. Donc, le jeu est extrêmement important. Et puis, le dernier point qui est essentiel, c'est l'exemplarité. Nous apprenons principalement par mimétisme inconscient. Nous apprenons de nos parents, de nos figures d'attachement, de nos professeurs, par rapport à ce qu'ils vont nous dire, consciemment. Mais vous savez, l'activité consciente du cerveau, c'est 10%. Tout le reste, 90%, c'est d'ordre inconscient. Et nous apprenons par mimétisme inconscient. Donc, quand vous vous engagez, quand vous faites une action, vous pouvez être sûr que ça va diffuser, ça va infuser autour de vous. Et donc, cette notion d'exemplarité, elle est essentielle pour chacun de nous, pour chaque citoyen, mais elle est encore plus essentielle pour les leaders que vous êtes, pour les dirigeants que vous êtes, et évidemment pour nos politiques. Voilà. Donc, pour conclure, et je m'arrête là, je voudrais vous dire qu'au niveau cérébral, on arrive à décrypter pourquoi on a autant de mal à agir et pourquoi on a cette fascination quelque part pour le déni. Mais la conclusion de tout cela, et on est formel là-dessus, c'est que nous ne sommes condamnés à rien. Nous devons maintenant prendre conscience que ce changement, il ne dépend que de chacun de nous. Nous avons cette capacité neuronale à nous transformer et donc à transformer le monde. Merci à vous. Merci, Erwan Levez. Merci.